Alors, profitez parce que quelque part, moi j'ai une chance, c'est que je ne suis plus payé par une agence, donc je peux vous dire la vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller sur Mars? Est-ce qu'on va aller sur la Lune? Est-ce que la prochaine astronaute française sera une femme ou un homme? Et est-ce qu'il y en aura un? Est-ce qu'on a des chances? Enfin, tout ce que vous avez en tête, n'hésitez pas. On a une demi-heure ensemble, donc toutes les questions. Et je commence ici et après. Voilà. Comment vous avez été choisi pour aller dans l'ISS? Alors, comment j'ai été choisi? Je vous expliquais, c'était l'époque où on construisait. Donc, on était un peu des astronautes d'essai, comme on est des équipages d'essai chez Airbus. Donc, à l'époque, ils cherchaient des pilotes d'essai. Donc, moi, j'étais en fait pilote d'essai. Donc, j'avais d'abord fait Polytechnique, après, je suis rentré dans l'armée de l'air. J'ai été pilote de chasse. J'ai été pilote d'essai sur Mirage 2000. Et c'est là qu'ils sont venus me chercher. Voilà. Donc, c'était à peu près le profil de tout le monde autour de moi. Alors que maintenant, on a plus des profils de chercheurs, puisque la station, c'est un laboratoire. Alors, ce ne sera pas le profil des prochaines missions, parce que quand on retournera sur la Lune ou quand on ira sur Mars, il faudra différents profils. Il faudra toujours des pilotes, parce qu'on aura toujours des véhicules. Mais il faudra des gens qui sont très bons en maintenance, parce que ce véhicule, quand vous êtes sur Mars, il n'y a que vous qui pouvez le réparer. Donc, il faut des gens qui soient très bons en informatique, en maintenance, en bricolage. Et puis, il faut peut-être aussi des géologues. Donc, pour aller explorer le sol, ou des biologistes, ou des chimistes. Vous vous rappelez du profil dans le film Seul sur Mars? Le type, il est extraordinaire, parce qu'il est tout seul, puis il arrive à survivre. Avec ses pommes de terre, il arrive à se refaire de l'oxygène, il arrive à... Pas mal, hein? Il faut être un peu comme ça, je retrouve tout. Je pense que c'est le bon profil. Pour une mission lointaine, le bon profil, c'est le mec là, comment il s'appelle, l'acteur qui était dans Seul sur Mars, hein? Les filles. Voilà, Matt Damon. Il est quand même fort, quoi. C'est ce qu'il faut, c'est le bon profil. Oui, jeune fille. Est-ce qu'il fait chaud dans la sortie, en sortie extravéhiculaire? Oui. Oui. Alors, ça c'est très compliqué parce que on l'a refroidi. Je t'ai expliqué, il fait toujours trop chaud dans l'espace, puisqu'on accumule la chaleur, on ne peut pas s'en séparer. Donc au départ, il fait chaud. Donc il y a un petit réseau de tubes d'eau froide qui passe partout et qui te réchauffe. Et qui te refroidit. Mais par moment, ça c'est quand on est au soleil. Quand on est à l'ombre, il peut faire froid. Et à ce moment-là, il fait froid comme au ski, aux extrémités, aux pieds ou aux mains. Alors aux pieds, on n'a rien pu faire. Aux mains, ils ont rajouté des petites résistances avec une languette. Donc tu tires la languette et ça réchauffe les mains. Et je me souviens, moi, quand j'ai pris la grosse pièce du bras robotique, j'avais déjà mis mes petites résistances, parce que c'était la nuit. Et donc j'ai commencé à chauffer mes gants. Et puis là, on est passé en jour. Et là, mes mains ont commencé à devenir brûlantes, du fait que c'était le soleil. Et en plus, j'avais des petites languettes qui étaient activées. Comme je tenais l'objet, je ne pouvais pas enlever les languettes. Donc, toujours grandeur et misère de l'astronaute, il y a toujours des moments extraordinaires, et puis il y a toujours des moments qui sont horribles. Par exemple, la première sortie extravéhiculaire, je l'ai faite avec une bottine, qui était trop petite pour moi. Et en fait, il m'avait dit, comme elle est trop petite, il le savait avant, enlevez comme des chaussures de ski, enlevez les mousses à l'intérieur et mettez des grosses chaussettes. J'ai mis la main à l'intérieur, on n'avait pas préparé ça, donc c'était improvisé dans l'espace. Je suis tombé sur une mousse, j'ai enlevé la mousse. Mais en fait, c'était pas la bonne, il y avait une vraie mousse derrière que j'ai pas enlevée. Par contre, j'ai mis des grosses chaussettes. Et j'ai mis ça, et c'est comme si tu fais du 40 et que tu mets du 38. Et là, je mets le scaphandre et je dis, mais là, ça fait mal. On me dit, non, mais de toute façon, il faut y aller là. Donc, on va pressuriser, et quand tu seras pressurisé, tu verras, ça ira bien. Alors, on pressurise. Je dis, mais là j'ai mal. Non, mais c'est bon, là, il faut y aller. Donc, dans le sas, et dehors. Et je me suis retrouvé dehors, mais j'avais un morceau de métal qui me rentrait dans le pied. Et donc, mais j'avais tellement mal, c'était à pleurer. Et au bout de 2h30, j'ai quand même dit à la radio, j'ai dit, j'ai un problème, j'ai trop mal. Et à tel point que le lendemain, dans USA Today, ou je crois Florida Today, il y avait un article sur le Français qui se plaint du scaphandre américain. Donc ça devient tout de suite une grande polémique internationale. Donc il ne faut pas se plaindre. Je me suis fait engueuler par mon commandant de bord pour m'être plaint. Parce qu'il avait raison, de toute façon. Que je me plaigne ou pas, ça changeait quoi. Et j'étais dehors, j'allais rester. Et quand je suis rentré, le nerf était tellement pincé que je ne sentais plus rien. Ça avait endommagé le nerf. À l'entraînement, par exemple, dans les gants sont métalliques. Et il y a des parties de métal, notamment une partie métallique, qui me pinçait ici.
Et je sais maintenant que ici passe le nerf qui alimente le pouce. Et ce nerf était tellement pincé en piscine, du fait de l'entraînement, que je ne sentais plus mon pouce. Mais pas sentir son pouce, ça veut dire que c'est comme si c'était du... Alors je pouvais le bouger, mais je ne le sentais pas. Donc je pouvais le brûler, il ne se passait rien. C'était comme un morceau de bois. Mais il bougeait toujours. J'étais quand même inquiet. Je n'ai pas voulu en parler au médecin parce que j'avais peur d'être débarqué du vol. Alors je suis allé voir les anciens des missions Hubble. Ils m'ont dit « Ah, toi aussi, tu as perdu l'usage de ton pouce ?» Alors ça m'est arrivé. Alors, je dis « Ah bon, et comment tu as fait ?» Ben, j'ai volé sur Hubble, j'ai réparé Hubble, et quand je suis revenu après, 3 mois après, sur Terre, c'est revenu normal. Alors je suis quand même allé voir le médecin. Et le médecin m'a dit, bon, on va vous mettre un scotch. Donc ils m'ont mis un truc et on a arrêté de pincer le nerf et j'ai retrouvé l'usage de mon pouce. Enfin, l'usage. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que, comme dans le film Le Premier Homme, votre famille a été logée dans des maisons Oui, à la NASA? oui. Alors, c'était pas des maisons à la NASA, mais la NASA, si un jour vous allez à Houston, c'est près d'un village qui s'appelle Clear Lake et tout le monde vit là. Dans la classe où allaient mes enfants, un jour ma fille a voulu, je crois, dire que son papa était astronaute, mais elle est passée pour une idiote parce qu'ils étaient 3 autres ou 4 autres. Tout le monde était astronaute là-bas, si tu veux. Et donc, c'est un milieu très particulier. C'est pas des maisons dédiées, mais c'est un petit microcosme où tout le monde travaille à la NASA. C'est comme quand tu vas à Colomiers, tout le monde travaille chez Airbus. Donc tout le monde se connaît. Il ne faut pas dire de bêtises, parce que tout le monde connaît tout le monde. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais c'est ce qui crée aussi une dynamique, c'est-à-dire que c'est un milieu, comme autour d'Airbus, où il y a une vraie dynamique, parce que tout le monde partage la même passion. C'est ce qu'on voit dans les films, les barbecues, les soirées, tout le monde partage la même passion. Oui. Dans un reportage sur les navettes Challenger et Columbia, vous dites que vous êtes entraîné avec l'équipage et des missions. Comment avez-vous appris l'explosion des navettes et comment avez-vous réagi? Alors Challenger, non. Challenger, je les ai pas... Non, Challenger, je les ai pas... Tu as vu ce reportage? Oui, c'est bien. Alors Challenger, je les ai pas connus. Par contre, Franklin Changiaz, qui était avec moi, lui, il avait été sur Challenger. Et Challenger, c'est le premier accident de la navette. Il faisait trop froid, et donc, à un moment donné, la flamme des boosters est passée par là où il ne fallait pas qu'elle passe. Et ils sont tous morts au décollage. Et Franklin a eu énormément de chance. Vous savez, il y a des gens qui loupent l'avion. Et lui, il a loupé la navette. C'est-à-dire qu'au dernier moment, ils ont permuté les équipages. Donc, c'est un autre équipage qui est parti, pas le sien. Et Franklin, il a le record du nombre de vols dans l'espace. Il était là depuis très longtemps. Et quand j'ai volé, moi, c'était en 2002. Columbia, c'est en 2003. Et quand j'ai volé en 2002, un petit peu avant le vol, Franklin me dit « Tu sais, Philippe, je suis très inquiet. » Je lui dis « Ah bon, toi, Franklin, t'es inquiet? C'est embêtant. » Il me dit « Oui, je suis inquiet parce que je sens arriver l'accident. » Et c'est très difficile. Dans nos métiers, par exemple, aux essais en vol, on ne sait jamais quand les choses vont mal. Mais on sent, des fois, on a une impression. Et des fois, on se trompe. Et des fois, on a raison. Et donc, Franklin me dit « Je sens quelque chose va se passer. » Alors comment on le sent? Les gens prennent moins au sérieux la sécurité, on rigole plus qu'on ne devrait, on met moins d'argent qu'on ne devrait, etc. Il me dit ça. Et j'étais assez inquiet. Donc notre vol se passe bien. Mais 2 vols après, c'était Columbia. Et Columbia, c'était un équipage effectivement que j'aimais beaucoup, puisque j'avais demandé en fait à voler avec eux. Il y avait notamment le premier Israélien, Ilan Ramon, qui était un pilote de chasse, qui était un ami très personnel. Il y avait le commandant de bord, Rick Husband, avec qui j'avais travaillé pendant des années, et j'avais demandé à voler avec lui. Il y avait Willie McCool, qui était le copie, qui était un de mes meilleurs amis. Quand j'ai quitté les États-Unis, c'est le dernier à qui j'ai dit au revoir. Il y avait Laurel Clark, qui était une fille de la Navy, une américaine. Quand je suis arrivé dans le premier bureau avec elle. C'est elle qui m'a accueilli la première fois à la NASA. Et donc, tous ces membres d'équipage étaient des gens qui... Il y avait aussi une Indienne. Tous ces gens-là me parlaient beaucoup, et donc quand il y a eu l'accident, ça a été émotionnellement très dur. Mais moi je dis souvent, il faut rendre hommage à ces gens-là, c'est-à-dire ces gens-là ont fait un métier dangereux, et ils l'ont fait, et ils l'ont accepté. Et donc c'est pas parce que ces gens-là, à un moment donné, ont eu un accident, que c'est la fin de l'aventure. D'ailleurs, Laurel Clark, cette femme extraordinaire de la Navy, elle avait écrit quelque chose avant l'accident, mais elle disait souvent, une navette, c'est comme un bateau. Et un bateau, c'est pas fait pour rester au port. Un bateau, c'est fait pour prendre la mer. Et donc,
c'est risqué de prendre la mer, mais un bateau c'est fait pour ça, sinon on ne fait pas de bateau. Voilà. Donc il faut rendre hommage à cet équipage, parce que c'est un équipage qui a pris des risques, parce qu'il pensait que le vol habité, c'est quelque chose qui a une vertu supérieure. C'est-à-dire que si on commence à explorer et aller au-delà de la Terre, c'est parce qu'on croit que le devenir de l'homme, c'est d'aller dans cette direction. Et s'ils ont pris des risques personnels, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pour ça que des fois, je connais bien Thomas Pesquet, mais quand il parle, lui, il dit « Oh, le Soyouz au décollage, c'était super, c'était comme un jeu de foire, comme un manège. » Moi, je l'ai vu, Thomas, je regardais son visage. Je l'ai vu arriver en quarantaine. Il est arrivé en quarantaine, il était vaillant, il souriait. Pendant la quarantaine, je voyais les images, et le jour du décollage, il avait un visage tendu, il était très tendu, comme tout le monde. Quand on arrive face à la fusée, on balise. La fusée, quand elle se pose, on l'appelle l'oiseau, the bird. Mais quand elle est sur le pas de décollage, on l'appelle the beast, la bête. J'ai même une astronaute américaine un jour qui m'a fait une confidence, et je trouvais ça extraordinaire qu'elle me fasse la confidence. Elle m'a dit, tu sais, moi je suis arrivé face à la navette, et j'ai eu peur et je ne voulais plus y aller en fait. Mais ben, je ne pouvais pas refuser, c'était parti quoi. Donc il fallait y aller quand même. Ça c'est la notion de risque. Dans la vie, il y a plein de gens qui prennent des risques. Quel est le métier le plus risqué aujourd'hui, à votre avis? C'est couvreur. Les couvreurs sur les toits, ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas, c'est prof, ah, pardon. Non, mais couvreurs, c'est des métiers simples, très dangereux. Il y a énormément de couvreurs qui tombent des toits parce qu'ils ne s'attachent pas, ils ne peuvent pas travailler attachés. Donc il faut gérer ce risque. Voilà. Donc Columbia, ça a été le point final des vols de navettes, puisque les Américains ne pouvaient pas se permettre de perdre. Les Américains, ça c'est de la politique plus que dont je vais parler. Le spatial pour les Américains, c'est un signe de puissance. Les Américains, ils ont 3 signes de puissance. L'armée, le dollar, l'espace. Et c'est avec ça qu'ils rayonnent dans le monde entier. L'armée, elle a été mise à mal en Afghanistan, tout ça, c'est compliqué. En Irak, compliqué. Donc elle est toujours là, mais bon, le dollar, c'est compliqué. Il y a l'euro qui essaye, maintenant il y a la monnaie chinoise, c'est compliqué. Donc. Et le spatial, ils ne pouvaient pas perdre le spatial. Moi, je me souviens avoir discuté avec des Américains, on parlait de n'importe quoi, d'économie, de droits de la femme, n'importe quoi, de l'avenir du Moyen-Orient. Quand ils n'avaient plus d'arguments, à la fin, quand ils n'avaient plus rien à dire, ils disaient oui, mais nous, on est allés sur la Lune. Et donc, c'est très important, c'était un signe de puissance. Le vol habité, en fait, c'est politique, c'est très politique, c'est une démarche très politique. C'est un signe de puissance politique. Et donc, quand les Américains ont perdu Columbia, là, ils étaient bien embêtés. Et donc, c'est pour ça que là, ils ont retrouvé une capsule avec Dragon, ils ont fait beaucoup de publicité, pourtant, c'est rien de plus que ce qu'ils faisaient à l'époque des missions Apollo, mais c'est important parce que c'est un signe de puissance. La vraie question, c'est nous, Européens, est-ce qu'on a toutes les technologies, je vous l'ai dit, pour faire du vol habité. Mais on ne l'a jamais fait parce qu'on n'a pas cette volonté de puissance. Ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est cette volonté de puissance. On reste quelque part. Et moi, par exemple, qui étais aux États-Unis sur du matériel américain, pourquoi je suis venu travailler chez Airbus? Parce que j'estime que chez Airbus, on fait du matériel européen. C'est nous qui faisons. Et donc, on est en puissance. On contrôle. On fait nos choses. On n'achète pas des trucs qui viennent d'ailleurs. C'est nous qu'on fait. Non, je rigole. Mais c'est important. C'est important. Alors, oui. Et puis après. Est-ce que parfois il y a des tensions à bord de l'ISS? Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a des tensions? Eh oui, eh oui. Alors ça, c'est intéressant parce que dans tous ces microcosmes, il y a toujours des tensions. Moi, je l'ai connu, par exemple, quand j'étais militaire, on part dans un détachement. On est sous tension, parce qu'on risque sa vie, en fait. J'étais pendant la guerre du Golfe en Arabie Saoudite. On risque sa vie. Il y a des missiles Scud qui vous tombent dessus, avec de la chimie, pas de chimie. On est sous tension. Il y a des tensions, donc ça crée des tensions dans le groupe. Vous êtes sur un bateau, vous le ferez un jour, avec des amis, les meilleurs amis au monde. Et puis la mer est mauvaise, puis il y a de la tension. Il y a des tensions qui se créent dans le groupe. Et donc dans l'espace, c'est pareil. Donc en fait, il faut les évacuer, et puis on les évacue toujours très bien, jusqu'à un moment, c'est comme en vacances, la dernière semaine, ou les derniers jours. Partez avec des gens en bateau, les gens vont tenir. Dès qu'on voit le port, et la perspective de ne plus devoir tenir en groupe, les gens craquent. C'est quand ils savent que c'est fini qu'ils craquent. Et donc, quand vous êtes dans un groupe comme ça,
ça tient, mais dès que les gens voient que ça va se terminer, c'est là que les tensions craquent. Mais bon, on résout tout ça toujours. Les gens sont choisis pour pas craquer, quoi. Mais les tensions peuvent être fortes parce que le groupe, il ne réussit que si tout le monde réussit. Si vous êtes le point faible, le maillon faible d'un équipage, et vous sortez, vous allez dans l'espace et vous ne réussissez pas votre sortie extravéhiculaire, la mission est perdue. Une mission, c'est 1 milliard de dollars. Mais c'est en même temps un investissement de milliers de personnes pendant des mois et des mois. Et vous êtes au bout de la chaîne. Et si vous ne réussissez pas le truc, vous avez des milliers de personnes qui se retournent en me disant « Mais c'est quoi ce problème-là ?» Moi, par exemple, je me souviens, la mission du bras robotique canadien, elle a été improvisée, donc il fallait faire des sorties et des entraînements à la piscine les derniers mois. En général, on fait 10 sorties en piscine avant une sortie en vol. Là, on n'a eu que 4 sorties. Et sur les 4, en fait, il y en a une que je n'ai pas pu faire, enfin 4 entraînements en piscine. Parce que j'étais enrhumé. Comme j'étais enrhumé, je ne pouvais pas passer les oreilles. Et il y avait des ingénieurs de l'Agence spatiale canadienne qui étaient là et qui me regardaient et qui disaient « Mais c'est quoi là, vous êtes astronaute et vous êtes malade? C'est quoi le problème là ?» Oui, excusez-moi, mais... Et donc, on n'a pas le droit d'être malade. Quand on est astronaute, on n'a pas le droit d'être malade. On n'a pas le droit d'avoir un doute. On n'a pas le droit d'avoir peur. On n'a pas le droit... Il faut... Donc, et ça met une pression sur les gens qui est énorme. Et puis, le métier est quand même très risqué, puisqu'il y a eu 2 accidents sur les navettes spatiales sur une centaine de vols. Donc, la probabilité de ne pas revenir est en gros de 1 sur 50 ou 1 sur 100. C'est quand même énorme. Hein. Tu prends un pistolet avec 100 balles, tu fais... Drrr. Voilà, oui, tu as une question. Vous avez dit qu'il y avait une très grande promiscuité sur l'ISS, mais comment vous faisiez pour faire du sport? Alors, le sport. Alors, sur l'ISS, ça va, parce qu'il y a pas mal de place. La difficulté, c'est sur la navette, parce que dans la navette, il y a un local à vivre qui est comme ta salle de bain. Tu imagines, alors si ce n'est que la salle de bain, comme on ouvre la 3e dimension, elle est quand même plus volumineuse, on peut se mettre au plafond. Mais dans ce volume-là, les gens vont aux toilettes, les gens mangent et les gens font du sport. Alors, il y en a un qui est en train de ramer, qui transpire avec ses gouttes d'eau qui partent dans tous les sens. L'autre, il s'est fait un petit truc à manger. L'autre, il est aux toilettes avec des problèmes gastriques terribles, comme je vous l'ai expliqué. C'est tout ça dans ta salle de bain. Il y en a un quatrième qui essaye de dormir. Tu vois à peu près l'ambiance. Voilà, ce qu'on appelle la promiscuité. Oui. Juste, vous les renvoyez de temps en temps, vos anciens camarades ou plus du tout? Oui, alors la difficulté, c'est que, non, on se voit tous. Eux vivent aux États-Unis, donc c'est compliqué. Franklin, lui, il vit au Costa Rica, mais c'est vrai que, comment dire, moi j'ai fait un choix qui a été de quitter les États-Unis et de quitter ma carrière d'astronaute. Donc j'ai fait un choix qui est de plus trop rester au contact des astronautes, parce que eux continuent à faire ce métier, pas moi. J'ai un très bon ami qui s'appelle Mike Fink. Mike, c'est le parrain de ma fille, de mon aîné. Je suis le parrain de son fils, donc on était comme ça. Et Mike, là, ce sera le pilote d'essai de la prochaine capsule Boeing qui va aller sur la station. Il est resté et il est en capacité de faire ce voyage. Et donc c'est difficile. Alors lui, je le revois, mais quand il me parle de ce qu'il fait, ça me fait un peu regretter d'être parti. Si j'ai d'ailleurs un regret, c'était pas ta question, mais si je pense à un regret, c'est celui de ne pas être resté parce qu'ils vont peut-être faire des missions lunaires. Et donc il y a une capsule Orion qui, d'ici 2-3 ans, va faire un tour de Lune. Et dans cette capsule, il y aura plusieurs vols. Il y a une place qui sera réservée à un Européen. Et l'Européen, il sera choisi parce que ce sera l'Européen qui sera le plus accepté par la NASA. Et je me dis que si j'étais resté à la NASA, j'aurais pu être cet Européen. Donc, mais mes enfants auraient grandi aux États-Unis, ils n'auraient pas été aussi beaux qu'ils sont aujourd'hui. Non, si je dis ça, c'est parce que vous avez une chance incroyable. C'est un aparté, mais c'est une chance incroyable. Le système français, c'est un système d'abord qui émancipe les femmes, les hommes. Vous avez accès à l'éducation gratuite, une éducation de qualité. Il n'y a pas tout ça partout. L'éducation, elle peut être payante, elle peut être de qualité moyenne. Dans les petites classes aux États-Unis, vous n'avez pas le niveau que vous avez. Donc, à votre âge aujourd'hui, vous avez un niveau qui est un niveau d'excellence. Après, il faut le cultiver. Et vous avez une ouverture d'esprit, puisqu'on est quand même le pays de la raison.
Et donc tout ça, c'est des vraies valeurs. Mais c'est à vous après de les cultiver. C'est à vous de continuer à travailler, lire, etc. Mais d'ailleurs, les Français sont très appréciés aux États-Unis. Moi, j'ai fait venir des tas de jeunes, alors beaucoup de super-héros. J'avais créé un lien entre super-héros et la NASA. Et la NASA adorait les ingénieurs de super-héros. Parce que l'esprit français, il est innovant. On a toujours des solutions aux problèmes. Et donc, c'est très intéressant pour les Américains. Donc, on est très, très populaire. Les Français sont très populaires. On ne le voit pas dans les films, parce que des fois, le Français, il a le mauvais rôle. Mais en fait, quand on est aux États-Unis, en tant que Français, on est très bien perçu. Très, très bien perçu. Si un jour, il y en a qui veulent s'expatrier un temps... Voilà. Oui. Vous êtes parti une fois et vous avez fait 3 sorties. Oui, je suis parti une fois, 14 jours. C'est pour ça que cette mission était très particulière, parce qu'en 14 jours, 3 sorties. Donc il fallait sortir, se reposer, sortir, se reposer, sortir. C'est pour ça que je dis ça n'avait pas été fait depuis les missions Apollo, ça. Et donc je suis sorti de là, mais épuisé. Il m'a fallu des années, mais vraiment des années, parce que j'ai travaillé comme un fou pendant 6 ans. Quand je vous disais 70 heures par semaine, donc c'est comme une classe prépa ou une première année de médecine, hein, une PACES, là, mais ça pendant 6 ans. Et à la fin, j'en pouvais plus. Parce que je travaillais le dimanche matin, je prenais que le dimanche après-midi, mais en fait, je le prenais pour aller à la piscine, et ensuite, je venais prendre un thé en famille. Et après, je rebossais, donc je ne prenais pas en fait le dimanche après-midi. Et dans la journée, par exemple, très souvent, je me levais à 5 h du matin, je faisais du sport. Aux États-Unis, les piscines ouvrent à 6 h du matin. Je faisais du sport. Après, à 7 h, je parlais avec la France, je profitais du décalage horaire. À 8 h, je commençais ma journée. Mais mes journées, je les commençais souvent avant ou la veille, parce que pour suivre des cours en anglais, en fait, je lisais d'abord tout le cours, pour être sûr de bien connaître les mots, etc., avant de prendre le cours comme les autres le prenaient. Et puis, le soir, je rentrais, j'avais une demi-heure de repas avec les enfants. Ensuite, j'avais une demi-heure où je jouais avec les enfants. Donc, en fait, j'avais 1 heure dédiée à la famille. Et après, je retournais au travail. Donc, et ma femme ne me voyait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est parce qu'au bout de 6 ans, elle n'en pouvait plus. On ne se voyait jamais, quoi. Voilà. Mais... Et d'ailleurs, oui, Thomas, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas encore pris le temps d'avoir des enfants. Parce que Thomas, il a une vie qui est très excitante. Et donc, il ne peut pas actuellement s'arrêter. C'est très difficile quand vous aurez vos vies. C'est très difficile d'être un bon père. C'est facile de faire un métier difficile. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est très facile de faire un métier difficile. La vraie difficulté dans la vie, c'est de faire le métier difficile et d'être à la fois un bon père et une bonne mère. C'est ça la difficulté de la vie. Donc, quand vous avez des gens qui font des choses difficiles, regardez toujours leur vie. Et c'est très difficile de faire les deux. C'est la beauté de toute vie humaine. Hein. Je sais pas, je déborde de mes attributions là. Bon, on a passé un bon moment. Il est -5. Une dernière question, puis après, comme ça, vous êtes libre de votre temps. Puis s'il n'y a pas de questions, mais s'il y en a une dernière, je la prends. Une question. Monsieur. Est-ce qu'on arrive à oublier que de l'autre côté de la paroi, il y a rien? Il y a 400 km minimum de rien. Oui, alors, c'est toute la difficulté. À l'intérieur de la station, oui, on oublie. Quand vous êtes dans un avion, vous savez qu'il y a 10 000 mètres de vide sous vous, Toulouse-Paris, vous oubliez. Oui, souvent, mais Vous l'oubliez. Vous avez le verre de vin, vous êtes bien, ça ronronne. Vous avez oublié toute la technologie. D'ailleurs, souvent, moi, ça m'énerve parce que les gens sont là. Cet avion a 5 minutes de retard, c'est inexcusable. On les emmène dans la mauvaise météo, les cunams, le truc. On les emmène quand même. Hein. Mais non, ils ont perdu la conscience de ce qu'ils allaient vivre. Dans un avion, vous perdez la conscience. Donc, dans une station, c'est pareil. Ce qui vous rappelle à la vie, c'est qu'il y a l'absence de pesanteur. Et l'absence de pesanteur, c'est bizarre. Quand vous allez pour dormir, c'est comme si vous étiez debout. Il faut dormir debout. C'est quand même bizarre, quoi. Donc ça, on vous rappelle que vous n'êtes pas dans votre milieu. Mais vous oubliez que vous êtes loin. Par contre, quand vous êtes en sortie extravéhiculaire, là, c'est un autre voyage. Parce que je dis souvent, la sortie extravéhiculaire, c'est un voyage du corps. Parce que là, c'est comme si on vous sortait de l'avion Toulouse-Paris, et qu'on vous mette dessus accroché comme les anciens faisaient là.
Là, vous comprenez où vous êtes. Voilà. Et bien, la sortie extravéhiculaire, c'est ça. Le corps se met à l'extérieur et là, vous ne pouvez pas oublier. Là, vous êtes en contact avec les éléments, avec les aurores boréales, avec le ciel qui est noir. Et tout ça, le ciel, il est noir dans la capsule, mais c'est comme si c'était une vidéo, un simulateur. Vous avez fait tellement d'entraînement en simulateur. Vous regardez, c'est comme s'il y avait une image. Par contre, quand vous êtes dehors, non, c'est votre corps, vous êtes dehors. Il y a un truc qui se passe en sortie extravéhiculaire. Bon, écoutez, regardez, 3 heures pile. Donc, je vous libère, il est midi. Vous avez été extrêmement attentif, ça je vous en remercie. Ça veut dire que vous êtes intéressé et donc de facto intéressant. Et vous m'avez posé plein de questions qui m'ont intéressé aussi. Je suis content que vous ayez pris cette filière parce que ça veut dire aussi que vous avez envie de faire quelque chose dans ces domaines-là. Comme je vous l'ai dit, ce sont des domaines qui donnent beaucoup d'emplois, qui sont riches. Après, vous pouvez les suivre, pas les suivre. Il y a des tas de filières, des tas de voies pour réaliser sa vie. Vous êtes dans un système français aujourd'hui où la vie n'est pas définie par la première école ou le premier résultat. Il y a des tas de passerelles, des tas de façons de se récupérer aux branches. Donc, n'angoissez pas. Un bon astronaute, c'est quelqu'un qui, quand il va à la fusée, il est serein. Donc, prenez votre scolarité de façon sereine. N'angoissez jamais des résultats de quoi que ce soit. Vous avez le temps. Prenez votre temps, avancez à votre rythme. Trouvez votre place, vous la trouverez toujours. Et dans les sciences, on trouve toujours sa place. Il y a des gens qui comprennent très vite, mais qui sont limités parce qu'après, ils n'ont compris que ce qu'on leur avait expliqué. Il y a des gens qui comprennent plus doucement, mais une fois qu'ils ont compris, ils peuvent aller plus loin parce qu'ils ont vraiment compris. Donc, ne vous bloquez pas, avancez à votre rythme, découvrez les sciences, profitez-en, elles vous emmèneront très très loin. Comme vont vous amener mes amis des essais en vol cet après-midi sur les avions d'Airbus. Voilà, allez, bonne chance dans la vie. Merci.